Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, comme promis, je vais vous présenter quelques techniques dans lesquelles on utilise les fluorophores qu'on a vus jusqu'ici. Alors ça va être très bref parce que je pense que ces techniques vous les avez déjà vues et que vous voyez aussi une partie instrumentation avec Monsieur Riquet. Et je vais vous présenter quelques aspects importants. Donc on commence par la microscopie classique à fluorescence, qu'on appelle les microscopes droits ou microscopes à épifluorescence. Là, il n'y a rien de spécial à dire, je pense que vous connaissez ça, hein. Vous avez une lumière d'excitation qui vient d'une source lumineuse. Cette source lumineuse, ça peut être une lampe au mercure, au xénon, ce genre de choses par exemple. Souvent sur ces microscopes-là, on a des filtres, ce qu'on appelle des filtres d'excitation, qui vont filtrer certaines longueurs d'onde de la source lumineuse avant de les envoyer sur l'échantillon. On a aussi des filtres d'émission, donc vous voyez ici donc, en violet, qui sont après, une fois que l'échantillon a été excité et illumine, on filtre aussi certaines longueurs d'onde à cet endroit-là. Donc ça, c'est des considérations matérielles qui sont très importantes dans ce genre de microscope-là. Quel filtre on a, parce que ça conditionne en fait le choix des fluorophores que vous allez faire, qui vont vous être disponibles. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel fluorophore en fonction de la source lumineuse et des filtres que vous avez sur votre machine. Donc ces microscopes-là, microscopes droits, ils sont très simples, très peu coûteux. C'est le système classique. Il y en a dans tous les laboratoires, mais c'est peu résolutif et je dirais que dans les applications un petit peu avancées, où on veut faire de l'imagerie, c'est pas suffisant et ça sert juste en général de matériel que vous avez sous la main au laboratoire pour faire un check-up avant de passer sur un microscope plus avancé technologiquement. Donc je détaille pas plus ce genre de microscope là, mais quand même ils sont souvent négligés, mais ils sont quand même très utiles dans les laboratoires parce que justement ça permet quand même de faire des observations sans avoir besoin d'aller sur un microscope confocal dont l'accès n'est pas forcément toujours simple. Je vous ai mis une petite vidéo ici, donc vous avez l'adresse, c'est toujours sur le site de Thermo Fisher. J'essaierai de la mettre aussi sur Moodle si je peux, dans la même série que celle que je vous ai mis la dernière fois. Cette fois, une vidéo qui se focalise sur les sources lumineuses et les filtres. Bon, qui est assez intéressante, je vous conseille d'aller la regarder. Alors on en vient à la deuxième technique que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est voilà, beaucoup plus intéressante dans notre cas, en tout cas. C'est la microscopie confocale à fluorescence. Alors, il y a une différence technologique importante, on va voir laquelle dans la slide suivante, qui fait que cette technique-là, elle a de nombreux avantages par rapport à la microscopie par épifluorescence qu'on vient de voir. J'aurais pu dire tout à l'heure aussi que c'est de la microscopie à champ large, hein, la microscopie par épifluorescence. Et déjà, un des avantages, vous le voyez clairement ici sur cette figure. À gauche, vous avez le champ large, le microscope à épifluorescence. À droite, vous avez l'image en mode confocal. Vous voyez la différence de résolution, de netteté, de contraste est vraiment évidente ici. On a aussi une meilleure sensibilité. Et puis aussi un point important, c'est qu'avec la microscopie confocale, on va être capable de créer des images 3D, ce qu'on ne peut pas faire du tout avec un microscope à épifluorescence, comme on a parlé à la slide précédente. Malgré le fait que vous ayez cette différence-là technologique, l'utilisation d'un microscope confocal n'est pas vraiment plus compliquée. Alors évidemment, il y a quelques paramètres à optimiser en plus par rapport à ce qu'on fait sur un microscope à épifluorescence classique où on a juste à mettre l'échantillon puis à regarder. Mais bon, il y a quelques paramètres à optimiser, mais c'est vraiment rapide.
Et on obtient des images de très haute qualité relativement facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation de 15 jours pour utiliser un microscope confocal. Je pense qu'en une journée, on est formé à utiliser correctement ce genre de machine. L'invention de la microscopie confocale, ça a vraiment été une des avancées historiques en microscopie, notamment en biologie. Alors comment est-ce que ça marche un microscope confocal par rapport à un microscope classique? En fait, vous avez vous avez certains problèmes qui sont liés au fait d'utiliser un microscope à champ large. Ces problèmes-là, c'est que les photons qui arrivent dans votre détecteur proviennent de tous les plans focaux, c'est-à-dire des photons qui viennent de toute l'épaisseur de votre échantillon en même temps. Et ça crée du bruit de fond. Sur un microscope confocal, on va être capable d'éviter ça. Parce que justement, on ne va pas recueillir les photons de tous les plans focaux. Également, en microscopie à champ large, on illumine en même temps tout l'échantillon. Et donc, si on illumine en même temps tout l'échantillon, ça veut dire qu'on excite en même temps tous les fluorophores pendant toute la durée du temps d'acquisition. C'est pas du tout le cas en microscope confocal, comme on va le voir ici, et ça fait que on aura tendance à atténuer les phénomènes de photoblanchiment quand on utilise le microscope confocal. En microscopie à champ large, on a aussi, comme on l'a vu, une résolution qui est beaucoup plus faible spatialement, une résolution spatiale. Ça, c'est dû au fait que la lumière diffuse. Et en ne recueillant pas la lumière de tous les plans focaux, là aussi, on va éliminer le bruit de fond. On va éliminer ces phénomènes de diffusion de la lumière. Donc c'est ça qui augmente la netteté, entre autres. Et puis aussi, en microscopie à champ large, on n'est pas capable d'imager en profondeur des échantillons qui sont très épais. C'est pas possible. Par contre, en microscopie confocale, on va pouvoir choisir la profondeur et on va pouvoir imager des échantillons qui sont beaucoup plus épais. Alors, comment est-ce que la microscopie confocale permet de surmonter toutes ces limitations-là? Mais en fait, ça va peut-être être vraiment un gros raccourci, mais ça tient à ça. Vous voyez là ce que je suis en train d'entourer ici avec mon curseur. C'est ce qu'on appelle en français un sténopé. Alors personne n'utilise jamais le mot de sténopé, tout le monde utilise le mot anglais qui est pinhole. Et en fait ça c'est ni plus ni moins qu'un petit disque avec un tout petit trou au milieu. Et selon la manière dont ce disque est placé, en Z, en X, en Y, etc., ça va faire que vous allez avoir des photons qui vont soit se heurter au disque et qui ne vont donc pas passer. Vous voyez, en fait, si je reprends le chemin à partir du début, ici, là, ici, vous avez votre laser. Donc, sur certains microscopes, c'est inversé, c'est-à-dire que vous avez le laser sur le côté et puis vous avez le détecteur en haut, ou parfois vous avez le laser en haut et le détecteur sur le côté. C'est pas très important. Il faut juste comprendre le chemin optique ici. Donc là, vous avez le laser qui est la source d'excitation. Le rayon est envoyé, on passe à travers un pinhole. Bon, ça c'est... vous oubliez, c'est le système de miroir du microscope qui permet de rediriger la bonne lumière au bon endroit vers le détecteur. Ça arrive sur l'échantillon. L'échantillon est excité, réémet, et la lumière arrive ici, second pinhole, okay, et puis ensuite ça rentre dans le détecteur. Sauf que si vous avez des photons qui viennent, par exemple des plans verts qui sont ici, vous voyez, les photons qui viennent du plan vert, là, ils montent, tac, et son chemin optique fait qu'il va se heurter au disque. Et donc il ne va pas passer, il ne va pas aller dans le détecteur. Même chose si vous avez un photon qui vient du plan vert qui est en dessous. Ici, il va aussi se heurter au disque. Et les seuls photons qui vont pouvoir passer à travers le sténopé ici, le pinhole,
c'est les photons qui viennent du plan que vous avez choisi, qui est le plan bleu ici, ce qu'on appelle le plan focal. Vous voyez, ces photons-là, effectivement, leur chemin fait qu'ils vont passer à travers le trou et être recueillis par le détecteur. Donc comme ça, vous filtrez tous les photons qui ne viennent pas du plan en coordonnées Z que vous voulez. Alors, selon la manière dont vous ouvrez le trou du pinhole, vous pouvez déterminer des épaisseurs plus ou moins grandes pour votre plan focal, pour votre coupe optique. Donc, on peut choisir de faire des plans très fins ou de faire des plans plus épais selon ce qu'on veut. Mais voilà en gros le principe. Ok, donc vous avez une profondeur de champ qui est ici très faible par rapport au microscope à champ large et que vous pouvez régler vous-même. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des coupes optiques. Hein. Ici, vous avez créé une coupe optique, ça c'est le plan bleu, c'est celui qui vous intéresse, c'est celui que vous avez imagé. Mais ensuite, vous pouvez aussi recréer une nouvelle image au-dessus ou en dessous. Donc c'est cet aspect-là qui va nous permettre de recréer des images 3D qu'on appelle des Z-stacks. En fait, quand vous avez ici, je reprends mon curseur, donc là vous êtes en X et en Y, okay, donc vous allez faire une image plane, une image 2D, XY, et puis ensuite vous allez faire une deuxième image 2D, XY, et ensuite une troisième, etc., etc., en bougeant la hauteur du plan focal dans la coordonnée Z. Ça, c'est ce qui va donc vous permettre de faire des reconstructions 3D. Alors, vous avez une petite figure ici qui vous permet de comprendre un peu comment ça se passe. Vous avez à gauche l'illumination en microscopie standard, en microscopie à champ large, à épifluorescence. Vous voyez, on illumine en gros tout en même temps. Vous avez un gros disque illuminé pendant tout le temps de l'acquisition. Alors qu'en microscopie confocale, voilà ce qui se passe. Donc c'est à droite. Alors vous voyez ici une ligne qui bouge de gauche à droite. Je vous explique vite fait comment ça se passe. En fait, c'est pas du tout une ligne. C'est un point. Ce point, il est balayé de haut en bas. D'accord ? Donc on va appeler ça Y, cette coordonnée-là, nous. Donc il est balayé de haut en bas ici, dans la coordonnée Y, mais il est balayé très rapidement. Ce qui fait que vous, à votre œil, ça paraît être une ligne. D'accord ? Mais c'est en fait un point qui est balayé très rapidement sur cette coordonnée-là. Et puis, il est aussi, ce point, balayé sur la coordonnée X que vous avez ici. Donc là, c'est plus lent, donc ça vous permet de mieux percevoir ça. Donc vous avez en fait votre point de laser qui scanne finalement, peu à peu, votre échantillon. C'est pour ça qu'on appelle cette technique-là Laser Scanning Confocal Microscopy en anglais. Donc là, vous comprenez que comme on n'illumine pas tout en même temps, ben vous avez moins de chances de photo-bleacher vos fluorophores. Donc c'est ça qui atténue en partie le phénomène de photo-blanchiment quand vous passez en microscopie confocale. Donc, ce laser est focalisé en un point. Vous imagez donc un plan focal à la fois, et puis après vous pouvez choisir ou non de bouger votre plan focal pour créer votre image 3D. Ok, donc vous avez ici quelques exemples d'images à gauche qui vous montrent un petit peu toute la qualité qu'on peut avoir en microscopie confocale. Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez facilement trouver sur internet si ça vous intéresse. Alors voilà comment on fait pour faire ce qu'on appelle un Z-stack, une image 3D. Vous voyez, vous avez ici un tableau, et dans ce tableau, dans chaque case du tableau, vous avez une image XY qui a été acquise sur l'échantillon. Voilà, en voilà une, en voilà deux, en voilà trois. Et à chaque fois qu'on change de case, en fait, on bouge le plan focal vers le haut. Okay. Et ce qu'on fait ensuite, c'est que simplement on a une série d'images 2D, et puis on a un logiciel qui va reconstruire, qui va les empiler tout simplement, et qui va reconstruire l'image 3D.
donc vous pouvez observer ici. Donc ça c'est un point important aussi sur la microscopie confocale qu'on a parfois tendance à oublier ou à négliger, mais ça peut être très intéressant, même si ça peut paraître un peu gadget parfois. Ça peut être très intéressant d'avoir une visualisation 3D de l'échantillon quand on cherche à localiser quelque chose. Ça vous permet de mieux appréhender l'échantillon et de mieux interpréter votre résultat. Alors, la microscopie confocale n'a pas que des avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, mais bon, ils sont assez limités. Donc on va lister un petit peu ici ce qu'on a déjà dit sur les avantages. C'est que la microscopie confocale vous permet d'avoir une bien meilleure résolution spatiale, vous permet en fait de vraiment vous rapprocher de ce qu'on appelle la limite de diffraction d'Ab. Bon, si ça vous intéresse, on en discutera pendant les séances en live si vous ne savez pas ce que c'est. Ça vous permet donc d'avoir des images qui sont beaucoup plus définies et d'augmenter votre sensibilité parce que vous n'avez pas de flou parasite, parce que vous éliminez tous les photons qui ne viennent pas du plan focal qui vous intéresse et du point qui vous intéresse, que vous scannez peu à peu. Voilà, vous pouvez faire du 3D, vous avez moins de photoblanchiment, etc. Donc ça, c'est les avantages qu'on a déjà cités. Il y a quand même 2-3 inconvénients, c'est que par exemple, vous imaginez bien que si vous devez scanner l'image point par point, la résolution temporelle là est plus faible qu'en microscopie à champ large, puisque, en gros, l'acquisition d'une image va vous prendre plus de temps, d'accord, puisqu'il faut balayer le plan focal complet avant d'obtenir une image. Donc le temps d'acquisition est plus long. Et plus vous allez monter en résolution, plus vous allez augmenter la taille de vos fichiers images, et plus ça va prendre de temps. Bon, en général, avec des settings, avec des paramètres classiques, en allant à une résolution plus que suffisante pour pratiquement toutes les applications, ça prend au maximum 10 minutes, 15 minutes de faire une image. En général, on se place plutôt à des paramètres qui permettent d'obtenir une image en 1 minute ou 2. Et on augmente la qualité seulement si on a besoin. Un autre point qui peut être un désavantage, mais après qui n'est pas forcément lié seulement à la microscopie confocale, mais je vous ai déjà dit que le choix des fluorophores il est limité par vos sources lumineuses. Et forcément, en microscopie confocale, on utilise un laser. Et si on utilise un laser, en tout cas dans la très très grande majorité des microscopes confocaux, ce sont des sources laser. Si vous avez des sources laser, vous avez des sources qui sont déjà plus coûteuses, et puis c'est des sources monochromatiques, donc il y a une longueur d'onde. Alors parfois, souvent même sur un microscope confocal, vous allez avoir peut-être 2 lasers. Ça fait que les longueurs d'onde que vous allez pouvoir observer peuvent être limitées, et donc vous allez avoir moins de choix de fluorophores possibles. Dans toutes les familles qu'on a citées la semaine dernière, eh bien, il faudra choisir ceux qui sont vraiment possibles avec le laser ou les 2 lasers que vous avez sur votre microscope confocal. Un autre point, c'est que un laser, c'est de la lumière à haute intensité et que ça génère une certaine phototoxicité sur certains échantillons, ce qui n'est pas forcément le cas des sources lumineuses classiques. Puis après, évidemment, ces microscopes-là sont beaucoup plus chers, donc vous n'en avez pas dans tous les laboratoires. En général, c'est sur des plateformes mutualisées. Et donc, c'est pas forcément à vous que ça va coûter plus cher d'utiliser le confocal, parce que vous allez payer juste la partie du temps machine que vous utilisez. Mais par contre, le fait que ces machines soient plus chères et soient donc souvent gérées à une échelle de plateforme, ça fait que vous allez avoir un peu moins facilement accès à cette machine. Alors qu'un microscope à champ large, c'est dans votre labo et vous y avez accès quand vous voulez. Donc voilà les avantages de la microscopie confocale et aussi quelques inconvénients. Sachez que c'est vraiment la technique go-to d'à peu près tout le monde dans le domaine de la biologie, du biomédical, etc. Quand on utilise la fluorescence,
enfin l'imagerie en fluorescence, puisque le microscope à champ large n'est pas suffisant. Et puis les microscopies de super résolution dont on va parler maintenant sont bien trop difficiles d'accès dans la plupart des cas. Mais quand même, il y a des techniques meilleures que le confocal qui existent. Vous avez sans doute déjà au moins entendu parler de ça. Jusqu'à il y a à peu près 15-20 ans, on pensait qu'on ne pourrait jamais dépasser la limite de diffraction d'Abbe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, en gros, ça veut dire, enfin, c'est un principe en physique qui veut dire qu'il vous est impossible de discerner des objets qui sont plus petits que la longueur d'onde qui les éclaire divisée par 2. C'est-à-dire que si vous avez une longueur d'onde classique, on va dire dans le verre, de 500 nanomètres, si vous voulez, typiquement la fluorescence classique c'est celle-là, autour de 488-500 nanomètres, et bien ça veut dire que vous n'allez jamais pouvoir discerner des objets qui sont plus petits que la moitié de ça, c'est-à-dire 250 nanomètres. Et donc on pensait qu'on ne serait jamais capable d'aller au-delà de cette limite-là. En gros, qu'on pouvait observer des organismes entiers, des cellules, des bactéries, pourquoi pas certains organites de la cellule, comme des mitochondries, des noyaux, etc. Mais qu'on ne pourrait jamais visualiser une protéine seule ou un virus seul, etc. parce que c'est trop petit. Eh bien, il y a des gens qui ont fait mentir le brave Ernst Abbe. Vous en avez notamment 3 ici, les 3 à qui on a donné le prix Nobel pour ça, parce qu'ils ont mis au point des techniques de microscopie super résolutive. Alors il y en a différentes sortes qui ont différents acronymes plus ou moins sympathiques, et croyez-moi, derrière chaque acronyme se cache une complexité sans nom. D'accord ? C'est de la physique et de la chimie très poussée, et à chaque fois c'est différent. Alors vous avez ce qu'on appelle des méthodes stochastiques et vous avez des méthodes non stochastiques. Je ne vais pas vous expliquer la différence, mais en gros il y a des méthodes qui sont liées au traitement de l'image, il y a des méthodes qui sont vraiment liées au fluorophore que vous utilisez et la manière dont vous l'illuminez. Donc je vous cite juste quelques acronymes comme ça. Vous avez le STED qui est un des plus connus. Vous avez le GSD, Ground State Depletion. Vous avez toutes les méthodes qu'on appelle STORM. Alors STORM, il y en a à Lille sur la plateforme de microscopie de Belle-Île. Vous avez le PALM, etc., etc. Donc, je ne vous explique pas tout ce qu'il y a derrière ces acronymes-là. À chaque fois, c'est des techniques qui sont différentes, mais qui permettent d'aller beaucoup plus loin en termes de résolution. Le problème avec ces techniques, c'est que ce n'est pas encore des techniques qui sont bien répandues. Elles sont souvent très difficiles d'accès, parce que les microscopes sont très très chers, parce que chaque manipulation demande une mise au point qui est assez longue. Alors je ne sais plus quelle technique, mais typiquement, je crois que c'est en palme, je ne sais plus. Bon, disons que c'est en palme, il faudra que je vérifie ça. Enfin, au moins, il y a une de ces techniques où typiquement vous allez mettre 3 mois à paramétrer et à optimiser avant de pouvoir faire une image. Donc vous imaginez un petit peu, c'est pas la même robustesse, on va dire, que la microscopie confocale. C'est pas le cas de toutes ces techniques. Mais après, vous avez d'autres limitations pardon, qui sont que pour certaines de ces techniques, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel fluorophore et vous avez besoin de ce qu'on appelle des fluorophores clignotants. C'est des fluorophores qui ont des propriétés de fluorescence qui sont très spécifiques et forcément, donc c'est des fluorophores qui sont beaucoup plus chers. Je ne vous les ai pas présentés dans ce cours, c'est pas le but du jeu. Nous, on voit ici ce qui est vraiment usité, utilisé dans les biotechnologies actuellement, mais pas forcément dans le domaine de la recherche. Donc voilà, Betsick, Hell et Mörner ont eu le prix Nobel en 2014 pour toutes ces avancées-là. Il y en a eu, ça a continué à avancer depuis ce temps-là.
Et c'est vraiment très joli quand on voit des résultats de ces techniques-là, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Vous avez un exemple ici. Donc vous avez déjà dû voir ce genre d'image peut-être dans le passé, où on vous montrait la différence entre du champ large et du confocal. Et bien là, c'est la différence entre du confocal et du GSD de super résolution. Donc vous avez à droite le mode confocal classique, puis vous avez à gauche le GSD, Ground State Depletion, qui est une des méthodes de super résolution. Bon, je pense que le résultat parle de lui-même. Vous voyez que la netteté, la résolution est complètement différente. Vous en avez un autre exemple ici. Alors pardon, l'image précédente, je reviens dessus, j'ai même pas dit ce que c'était. On regardait l'ATP synthase mitochondriale, donc, qui était marqué avec un fluorophore, donc un de ceux qu'on a vu la semaine dernière, qui est une cyanine. Je crois que c'est la cyanine 5.5 ou la cyanine 7. Vous n'aurez qu'à vérifier par vous-même si vous voulez, au niveau de la longueur d'onde, qui est 647 ici. Donc là, comme je disais, vous en avez un deuxième exemple. Là, cette fois, c'est du STED. Stimulated Emission Depletion. C'est une autre technique qui est apparentée au GSD. Donc vous avez la différence entre le mode confocal classique en rouge et le mode STED en vert. Vous voyez qu'on augmente bien la résolution sur le vert et que ça nous permet d'avoir de tirer plus d'informations. Voilà, ici typiquement, voilà ce qu'on voit en confocal sur le côté et voilà ce que vous voyez avec le STED. Donc il y a beaucoup moins de... Enfin, la résolution est largement augmentée. Donc voilà pour ce qui est de la microscopie. Après, il y a une autre technique qui est intéressante et que je vais mentionner de temps en temps dans les applications qu'on va faire, c'est la cytométrie de flux. Alors je pense que vous connaissez sans doute, vous en avez déjà entendu parler. Ça pour le coup, je pense pas que Monsieur Riquet en parle, et si vous ne connaissez pas, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo. Là aussi, comme je le dis pour les autres, je vais essayer de la mettre sur Moodle, mais sinon vous recopiez ce lien et vous allez le trouver facilement sur internet, qui explique ce que c'est que la cytométrie de flux, au cas où vous ne le connaissez pas. C'est vraiment une technique très utilisée dans le domaine des biotechnologies et notamment en couplage avec la fluorescence. Voilà, vous me poserez des questions là-dessus si jamais vous avez un souci avec ça. Voilà, je vais m'arrêter là. En gros, c'était juste pour vous faire survoler quelques techniques qui permettent de mettre à profit les sondes fluorescentes qu'on a vues la semaine dernière et puis les techniques qu'on va voir dans le cours qui va venir. Donc c'est principalement ces techniques-là que je vais utiliser comme exemple, vous allez voir dans la suite du cours. Donc ces sondes chimiques là dont on a parlé, c'est pas les seules, hein, évidemment. Vous avez dû voir tout ce qui est protéines fluorescentes dans l'autre partie du cours. Et puis il y a aussi d'autres types de fluorophores, ce qu'on appelle les quantum dots, dont je parle pas ici, qui sont plus des fluorophores inorganiques, qui sont aussi pas mal utilisés. Donc à vous d'aller faire votre propre recherche si cela vous intéresse. Moi, mes exemples dans ce cours se limiteront aux fluorophores classiques organiques. Alors évidemment, il y en a plein, mais le développement des fluorophores continue. Il y a toujours besoin de nouvelles sondes chimiques qui sont de plus en plus sophistiquées, qui ont des propriétés de plus en plus précises et sans cesse améliorées. Donc ce type de développement-là continue. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas... ce qu'on peut avoir tendance à faire dans un laboratoire de biologie, c'est se contenter d'utiliser ce à quoi on est habitué. Et il y a des outils qui sortent régulièrement, et donc même quand on refait une manip qu'on a l'habitude de faire, de temps en temps, c'est bien d'aller voir s'il n'y a pas des nouvelles sondes plus adaptées qui sont disponibles. Alors, c'est bien beau tout ça, on a vu ce que c'était qu'un fluorophore, et comment on allait avec quelle technique on allait pouvoir les utiliser. Mais on a dit quelque chose d'important au début du cours, c'est que
il faut qu'il y ait une interaction spécifique entre votre fluorophore et la biomolécule qui vous intéresse. Sinon, vous n'allez tirer aucune information. Donc ça, c'est la grande question qui va nous animer pendant le cours qui arrive. Comment est-ce qu'on peut avoir une interaction spécifique? Comment est-ce qu'on peut introduire un fluorophore sur une biomolécule? Donc ça, c'est le deuxième chapitre sur la bioconjugaison qu'on va voir dans la vidéo suivante.